Les flashs crépitent, les rires fusent. C'est une soirée de gala à Paris, comme tant d'autres. Sauf que ce soir-là, quelque chose a dérapé. Et personne n'était prêt. Alors qu'Omar Sy descend les marches du Grand Rex après la projection de Shadow Force, un journaliste, jeune, costume ajusté et micro tendu, l'interpelle d'une voix qui coupe net la nuit. « Omar Sy, une question pour Shadow Force. Vous pensez vraiment mériter tout ça? Ou c'est juste parce que vous êtes noir ?» Un silence de mort tombe sur le tapis rouge. Même les flashs s'éteignent un instant. Le temps suspend sa course. Omar s'arrête. Il ne cligne pas, ne sourit pas. Il tourne lentement la tête. Et dans ce silence, où tout le monde attend qu'il parte, il fait un pas, vers le micro. « Tu veux vraiment une réponse? Alors écoute bien. » Ce moment va devenir viral dans le monde entier. Mais pour l'instant, il n'y a que le choc. Et une voix, calme, froide, précise. Autour d'eux, les assistants hésitent, les caméras tournent, les gardes du corps restent figés. Omar continue, sans élever la voix. Quand un acteur blanc réussit, on parle de talent. Quand c'est moi, c'est des quotas. Curieux, non? Tu crois que j'ai pas entendu ce discours 1000 fois? Le journaliste sourit, sûr de lui. Je pose juste la question que tout le monde se pose. Alors c'est peut-être tout le monde qui a un problème. Omar ne joue pas. Il vit ce moment. Chaque mot est un rappel, une cicatrice qui parle. Tu sais ce que c'est de grandir dans une cité où les héros ne nous ressemblent jamais? Où on doit d'abord faire rire pour qu'on nous écoute? Moi j'ai mis des années à arriver là. Et maintenant que j'y suis, tu veux m'expliquer pourquoi j'y ai pas ma place? La foule écoute. Certains filment, d'autres retiennent leur souffle. Mais Omar, lui, ne s'adresse plus aux journalistes. Il s'adresse à tous ceux qui un jour ont douté d'eux-mêmes parce qu'ils n'entraient pas dans la bonne case. T'as le droit de poser des questions, mais si c'est pour déguiser ton mépris en débat, alors moi j'ai le droit de répondre. Et ma réponse, c'est que je suis pas là parce que je suis noir. Je suis là parce que j'ai quelque chose à dire, et tu ferais mieux de l'écouter. Le journaliste tente de reprendre la main. Mais vous êtes un symbole, Omar, une exception, pas une règle. Et là, Omar répond sans trembler. Je suis peut-être une exception pour toi, mais pour plein d'autres, je suis la preuve qu'on peut venir de loin et parler fort. Et si ça t'irrite, c'est peut-être que t'as trop longtemps cru que le micro t'appartenait. Les caméras capturent la scène, les réseaux s'embrasent, et dans l'œil d'Omar, il n'y a ni colère, ni pitié. Il tourne les talons. Mais ce n'est pas fini, car ce soir-là, ce n'est pas juste un acteur qui répond à une insulte, c'est un homme qui déclenche une onde. Et demain, ce ne sera plus un clash, ce sera un commencement. Le micro est baissé, les caméras sont éteintes, le tapis rouge s'est vidé, mais l'écho de cette question continue de tourner dans sa tête. Vous pensez mériter tout ça? Ou c'est juste parce que vous êtes noir? Chez lui, seul, Omar fixe l'écran de son téléphone. Les notifications explosent, les extraits de l'échange circulent à la vitesse de la lumière. Mais lui, il n'a rien posté. Pas un mot, pas un tweet, pas une story. Il est encore en costume, assis sur le bord de son lit, les chaussures toujours aux pieds. Un message arrive, inconnu. Tu as eu raison de te taire, mais maintenant, il va falloir parler. Il lit, relit et comprend. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de répondre, il va falloir raconter, dans la rue, le vrai monde. Le lendemain, il refuse les plateaux télé, ignore les invitations radio, décline les communiqués de presse. Il sort, simplement, sans escorte, sans maquillage. Dans une rue du 18e, il s'arrête devant un kiosque. Un adolescent le reconnaît. Il baisse les yeux, comme intimidé. « Tu veux dire quelque chose ?» demande Omar doucement. Le garçon relève la tête. « Hier soir, j'ai vu quelqu'un rester digne, même en silence. Vous avez parlé pour nous tous. » Cette phrase simple le frappe au ventre. Pas parce qu'elle flatte, parce qu'elle dévoile une attente, une blessure, un espoir. Les débats commencent. Sur les plateaux TV, il parle de lui sans lui. Il dissèque son silence comme une stratégie. Certains le félicitent, d'autres l'accusent d'avoir voulu humilier. Un chroniqueur s'énerve. Il aurait dû simplement répondre ou partir. C'est un acteur, pas un militant. Mais c'est justement là que tout bascule, car Omar ne veut pas être ni un symbole, ni une figure. Il veut être un homme. Et ce qu'il vient de vivre, ce n'est pas un incident isolé.
C'est le sommet d'une montagne de silence accumulé. Un appel inattendu. Le soir, alors qu'il s'apprête à éteindre son téléphone, il voit un nom apparaître, Fatou, l'éducatrice de quartier, celle qui un jour lui avait mis entre les mains sa première pièce de théâtre. Il décroche. « Je t'ai vu. C'était pas un buzz, c'était un rappel. Continue, même si ça fait mal. » Il ferme les yeux. Il n'a pas répondu pour provoquer. Il a répondu parce que se taire serait trahir. La lettre, il s'assoit, prend une feuille et commence à écrire. Pas une interview, pas un scénario. Une lettre, pour tous ceux qui doutent. À ceux qui pensent qu'on nous donne notre place. On ne nous donne rien. On prend ce qu'on mérite et on le défend. Même quand ça gêne, même quand on préférerait qu'on se taise. Il poste le texte, sans photo, sans signature. Juste les mots. Brut, vrai. Une vague se lève. En moins d'une heure, le hashtag je suis légitime devient viral. Des anonymes racontent leurs histoires. Des artistes relèvent ces mots. Une professeure imprime la lettre et l'affiche dans sa salle. Un rappeur en fait un freestyle. Une infirmière poste. On m'a dit que je n'étais là que pour faire joli. Merci Omar de m'avoir redonné une voix. L'enfant et la feuille. 2 jours plus tard, dans le quartier de son enfance, un enfant court vers lui. « Omar, j'ai écrit un truc pour toi. Tu peux le lire ?» Il déplie une feuille. Une écriture maladroite. « Quand je serai grand, je veux être Omar. Pas parce qu'il est célèbre, parce qu'il répond, parce qu'il écoute, parce qu'il n'a pas peur. » Omar le prend dans ses bras. « Tu sais quoi ? T'as déjà tout compris. La graine d'un futur. » Ce soir-là, Omar appelle Lamine, puis Malik. On ne va pas laisser ce moment s'éteindre. On va créer un lieu, un espace, pour ceux qu'on n'écoute jamais. Ils trouvent un vieux local, peint les murs, installent tête des chaises bancales. Un panneau fait main est cloué à l'entrée, l'école des invisibles, pour ceux qu'on a trop souvent regardés sans les voir. Il faisait gris ce jour-là à Paris. Une bruine fine tombait sur les vitres du local qu'ils venaient d'ouvrir, ce lieu qu'ils avaient rebaptisé l'école des invisibles. Un nom choisi par Omar lui-même, presque en silence, comme une évidence. À l'intérieur, ça sentait encore la peinture fraîche et la poussière. Mais les voix commençaient déjà à résonner, des jeunes, des textes, des silences, et une envie féroce de dire enfin ce qu'on leur avait trop souvent demandé de taire. Omar observait. Il n'était pas sur scène, il n'était pas là pour briller, il était là pour écouter. Malik lisait un texte qu'il avait écrit la veille. On nous a appelés ombre, mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. La salle resta figée, pas un bruit, juste une vérité qui venait de frapper. Omar hocha doucement la tête. Il savait que ce qu'ils avaient enclenché dépassait les mots. C'était une faille dans le silence collectif, une brèche où, enfin, la parole pouvait passer. Ce jour-là, une 50aine de jeunes passèrent le seuil du local, certains avec des carnets, d'autres avec rien d'autre que leurs souvenirs, mais tous portaient la même chose, ce besoin de se dire. Il n'y avait ni caméra, ni journaliste. Et pourtant, chaque mot avait plus de force que n'importe quelle interview. Ils parlaient de leur quartier, de leurs parents, de la peur, de l'humiliation, d'un prof qui les avait découragés, d'un regard qui avait fait mal, d'un rêve qu'on avait piétiné. Et Omar, assis parmi eux, se revoyait. Lui aussi avait eu 15 ans. Lui aussi avait entendu « tu n'as pas le profil ». Lui aussi avait appris à faire rire pour ne pas déranger. Il se souvenait de Fatou, son éducatrice, lui tendant ce vieux livre de théâtre comme si elle lui donnait une arme. Il se rappelait du silence à la maison quand il disait qu'il voulait jouer, de la honte de devoir traduire ses ambitions dans une langue que même les siens ne comprenaient pas encore. Et il savait que s'il avait tenu, ce n'était pas par miracle, c'était parce que quelqu'un un jour l'avait écouté sans le juger. Alors aujourd'hui, c'était à son tour. À la fin de la journée, une fille d'une 20aine d'années, timide, s'approcha de lui. Elle tenait un poème. « C'est pas très bon, mais j'aimerais que tu l'entendes. » Omar prit la feuille, lut quelques lignes, puis leva les yeux. « Ce que t'as écrit, c'est pas juste bon. C'est nécessaire. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « On m'a toujours dit que j'étais trop discrète pour qu'on m'entende. Et tu viens de prouver le contraire. » Ce soir-là, Omar rentra tard. Le local était resté ouvert jusqu'à minuit. Personne ne voulait partir. Les discussions avaient débordé sur le trottoir. Un passant leur avait même apporté du thé.
Il s'arrêta en bas de chez lui. Avant de monter, il leva les yeux vers le ciel lourd. Il pensa à ce journaliste, à cette phrase. « Est-ce que vous méritez vraiment tout ça ?» Et il se dit qu'au fond, peut-être que ce soir-là, il avait enfin compris ce qu'il méritait vraiment. Pas les projecteurs, pas les trophées, mais ça, cette salle, ces voix, ces regards. Parce qu'un homme peut perdre un rôle, mais ce qu'il transmet, ça, personne ne peut le lui enlever. Les jours qui suivirent furent aussi bruyants que le local des Invisibles était silencieux. La presse s'empare de l'affaire, non pas pour parler de la dignité d'Omar, ni de la brèche qu'il avait ouverte, mais pour faire du bruit, pour remplir l'espace. Plateau TV, chroniques, radio, éditos en ligne, chacun y allait de son analyse. Était-ce un excès de sensibilité ? Omar Sy a-t-il humilié un simple journaliste ? Un acteur peut-il devenir une figure politique malgré lui ? Et toujours, le même mot, subtil, insidieux, légitimité, comme si sa voix n'était jamais tout à fait admise, comme si elle avait besoin d'être validée par d'autres, comme si l'on doutait encore qu'elle ait le droit de raisonner. Omar lisait peu, il évitait les écrans, mais parfois, entre deux silences, les mots s'infiltraient. Une phrase reprise ici, une critique lancée là, et il sentait la fatigue revenir, ce vieux poids qu'il avait cru avoir déposé. Il se demanda s'il devait répondre, puis il reçut un message vocal. Encore elle. Fatou. Ils veulent que tu t'excuses d'avoir existé trop fort, mais toi, tu n'as pas crié, tu as juste parlé. C'est ça qui leur fait peur. Alors non, il ne répondit pas aux médias, il répondit autrement. Le week-end suivant, il organisa une lecture publique dans le local. Pas pour se justifier, pas pour faire un coup, juste pour laisser parler ceux qui n'avaient jamais eu de scène. Le thème de la soirée, ce qu'on ne nous a jamais laissé dire. La salle était pleine, des jeunes, des anciens, des voisins, des curieux. Certains n'étaient jamais venus, d'autres avaient marché des kilomètres pour être là. Malik ouvrit la soirée avec un texte simple, sans effet. Mon silence était un cri, mais personne n'a jamais demandé ce que je voulais dire. Puis ce fut au tour d'une mère de lire une lettre à son fils, arrêté à tort l'année passée. D'un lycéen qui rêvait d'être avocat mais n'osait pas le dire à ses professeurs. D'une femme de ménage qui racontait son trajet de 3 heures chaque matin sans jamais croiser un sourire. Omar ne prit pas la parole. Il n'en avait pas besoin. Il était là, assis dans le fond, à écouter, à tenir l'espace, à valider par sa présence. Et puis à la fin, alors que tout le monde rangeait les chaises, une voix se leva dans le brouhaha. « Omar ?» Il se retourna. C'était un jeune homme, la vingtaine, petit, discret. « Tu veux lire ce que j'ai écrit ?» Il tendit une feuille, une page, griffonnée à l'encre bleue, raturée, tremblante. Omar la prit, lut en silence. On m'a dit que je ne devais pas faire de bruit, que mon accent était trop fort, que ma peau brillait trop sous les néons. Alors j'ai appris à disparaître. Mais hier, j'ai entendu un homme répondre, pas avec colère, avec vérité. Et je me suis dit, peut-être que moi aussi, j'ai le droit d'être là. Omar ferma les yeux. Il sentit ses mains trembler légèrement. Il tendit la feuille au jeune. « Tu vas la lire toi-même, la semaine prochaine. »« J'ai jamais parlé en public. C'est pour ça qu'il faut que tu le fasses. » Ils se regardèrent, puis le jeune hocha la tête. Ce soir-là, Omar marcha seul jusqu'à chez lui. Paris brillait sous les lampadaires fatigués. Il passa devant un kiosque où une couverture de magazine affichait « Omar Sy, trop pour la France ?» Il ne s'arrêta pas. Il savait maintenant que la vraie réponse ne serait pas dans les débats, ni dans les articles. Elle serait dans les voix, dans les textes, dans ces soirées où l'on ose enfin se dire. Et pendant qu'il parlait de lui, il créait des espaces où les autres parlaient enfin d'eux-mêmes. Le local sentait encore la peinture fraîche. Sur les murs, les feuilles manuscrites s'étaient multipliées, des extraits de textes, des rêves, des souvenirs en vrac. On avait scotché des dessins, collé des photos floues. La pièce ne ressemblait plus à une salle de quartier. Elle ressemblait à une mémoire vivante. Au centre, une pancarte en carton, l'école des invisibles, pour ceux qu'on regarde sans voir. Omar entra doucement, saluant les jeunes déjà installés. Il s'arrêta devant l'un d'eux, un garçon à la peau hâlée, les yeux vifs, qui tenait un carnet rempli de ratures. « Ça te va, l'endroit ?» demanda Omar. Le garçon hocha la tête. « C'est la première fois qu'on me demande si ça me va, en fait. » Un sourire
furtifs. Il y en avait de plus en plus, des comme lui, qui passaient la porte en hésitant, qui revenaient sans faire de bruit, qui ne demandaient qu'au rien, mais restaient, juste pour écouter, juste pour être là. Omar s'assit dans un coin. Il ne dirigeait pas les ateliers. Il n'en avait ni l'envie ni la prétention. Il se contentait de veiller, comme un phare silencieux, une présence. Mais ce jour-là, c'est lui qu'on interpella. « Omar, t'as jamais pensé à faire un documentaire ? Pas sur toi, sur eux, sur nous. » C'était Malik, appuyé contre le mur, bras croisés, le regard fixe. Omar fronça les sourcils. « Un documentaire ? Ouais, pas un film Netflix, pas une fiction, juste des vrais gens, des vraies voix, des vrais silences. » Il y eut un silence, puis une autre voix ajouta « Vous avez les micros, pourquoi pas les tendre à ceux qui en ont jamais eu ?» Omar resta pensif. L'idée n'était pas nouvelle, mais là elle avait une autre saveur. Ce n'était pas un projet, c'était une nécessité. Le soir même, il en parla à Souad, en rentrant. « Un docu ?» répéta-t-elle. « Pas un truc lisse, un truc brut. Juste poser la caméra et écouter. Laissez venir. » Elle sourit doucement. « Tu veux qu'on les voie, comme tu les vois ?» Exactement. Et pour la première fois depuis longtemps, Omar sentit l'excitation d'un projet qui n'était pas pour lui, ni pour sa carrière, un projet qui le dépassait, qui le tirait ailleurs. Le lundi suivant, il appela son producteur habituel. « Tu veux qu'on produise quoi ? Des gamins qui lisent des textes dans une salle associative ? Non, des gamins qui deviennent les auteurs de leurs propres récits, et des adultes qu'on n'a jamais écoutés. » Il y eut un silence au bout du fil. « Ça ne rapportera pas un centime. »« Je sais. Et tu veux le faire quand même ? » ?»« Parce qu'il le faut. » Ce fut acté. Les premières images furent non tournées avec un téléphone. Omar refusait les caméras trop lourdes. Il disait « Plus l'objectif est gros, plus les gens se referment. » Alors il filmait à hauteur d'yeux, dans les couloirs, les escaliers, les places vides, les silences. Un garçon lut un texte sur son père absent. Une fille raconta son premier jour d'école en France. Un vieil homme expliqua comment on devient invisible à 60 ans quand on a toujours travaillé sans papier. Et à chaque fois, Omar n'était pas devant la caméra. Il était derrière, ou assis à côté, ou hors champ, mais toujours là. Ce n'était plus un film, c'était une archive vivante. Un matin, ils filmèrent Fatou, celle qu'il avait vue grandir. Elle s'assit devant la caméra, releva son foulard et dit simplement « Les gens croient qu'on ne sait pas parler, qu'on n'a pas les mots. Mais c'est parce qu'on n'a jamais eu le temps. Toujours à courir, toujours à survivre. Mais maintenant, on va dire tout, même ce qui fait mal. » Omar avait les larmes aux yeux. Mais il ne dit rien, il laissa tourner. 2 semaines plus tard, ils organisèrent une projection test dans une petite salle du 20e. Pas de tapis rouge, pas d'invités célèbres, juste des gens du quartier, des gens concernés, des gens vivants. À la fin de la séance, personne n'applaudit. Mais une femme se leva, un enfant dans les bras, et murmura « Merci. J'ai l'impression que pour la première fois, ma voix a une forme. » Et c'était ça, en fait, le but. Donner une forme au murmure, une place au silence, une mémoire à ceux qu'on oublie. Le lendemain, Omar reçut un message d'un jeune homme inconnu. « J'ai vu la vidéo. Mon père ne m'a jamais écouté. Mais ce que vous avez fait, ça m'a donné envie d'écrire ce que je n'ai jamais dit. Merci. » Et en bas du message, une phrase « Je suis invisible, mais je ne suis pas absent. » Omar copia cette phrase sur un mur du local, en grand, en noir. Puis il recula, regardant l'inscription. Il savait désormais que cette histoire ne lui appartenait plus. Elle appartenait à tous ceux qui, chaque jour, continuent d'exister, sans qu'on les voie. La salle était pleine à craquer, des chaises dépareillées, des murs encore couverts de brouillons, et au centre, une estrade bricolée avec des planches de récup. C'était la première grande soirée de l'École des Invisibles, une lecture publique, un moment suspendu. Le local sentait encore la peinture fraîche. Sur les murs, les feuilles manuscrites s'étaient multipliées. Des extraits de textes, des rêves, des souvenirs en vrac. On avait scotché des dessins, collé des photos floues. La pièce ne ressemblait plus à une salle de quartier. Elle ressemblait à une mémoire vivante. Au centre, une pancarte en carton. L'École des Invisibles. Pour ceux qu'on regarde sans voir. Omar entra doucement, saluant les jeunes déjà installés.
Il s'arrêta devant l'un d'eux, un garçon à la peau hâlée, les yeux vifs, qui tenait un carnet rempli de ratures. « Ça te va l'endroit » demanda Omar. Le garçon hocha la tête. « C'est la première fois qu'on me demande si ça me va, en fait. » Un sourire furtif. Il y en avait de plus en plus, des comme lui, qui passèrent la porte en hésitant, qui revenaient sans faire de bruit, qui ne demandaient rien mais restaient, juste pour écouter, juste pour être là. Omar s'assit dans un coin. Il ne dirigeait pas les ateliers. Il n'en avait ni l'envie ni la prétention. Il se contentait de veiller, comme un phare silencieux, une présence. Mais ce jour-là, c'est lui qu'on interpella. « Omar, t'as jamais pensé à faire un documentaire ? Pas sur toi, sur eux, sur nous !» C'était Malik, appuyé contre le mur, bras croisés, le regard fixe. Omar fronça les sourcils. « Un documentaire ? Ouais, pas un film Netflix, pas une fiction, juste des vrais gens, des vraies voix, des vrais silences. » Il y eut un silence, puis une autre voix ajouta « Vous avez les micros, pourquoi pas les tendre à ceux qui en ont jamais eu ?» Omar resta pensif. L'idée n'était pas nouvelle, mais là elle avait une autre saveur. Ce n'était pas un projet, c'était une nécessité. Le soir même, il en parla à Souad en rentrant. « Un docu » répéta-t-elle. « Pas un truc lisse, un truc brut. Juste poser la caméra et écouter. Laisser venir. » Elle sourit doucement. « Tu veux qu'on les voie, comme tu les vois. » Exactement. Et pour la première fois depuis longtemps, Omar sentit l'excitation d'un projet qui n'était pas pour lui, ni pour sa carrière. Un projet qui le dépassait, qui le tirait ailleurs. Le lundi suivant, il appela son producteur habituel. « Tu veux qu'on produise quoi ? Des gamins qui lisent des textes dans une salle associative ? Non. Des gamins qui deviennent les auteurs de leurs propres récits, et des adultes qu'on n'a jamais écoutés. » Il y eut un silence au bout du fil. « Ça ne rapportera pas un centime. »« Je sais. Et tu veux le faire quand même ? » ?»« Parce qu'il le faut. » Ce fut acté. Les premières images furent tournées avec un téléphone. Omar refusait les caméras trop lourdes. Il disait « Plus l'objectif était gros, plus les gens se referment. » Alors il filmait à hauteur d'yeux, dans les couloirs, les escaliers, les places vides, les silences. Un garçon lut un texte sur son père absent. Une fille raconta son premier jour d'école en France. Un vieil homme expliqua comment on devient invisible à 60 ans quand on a toujours travaillé sans papier. Et à chaque fois, Omar n'était pas devant la caméra. Il était derrière, ou assis à côté, ou hors champ, mais toujours là. Ce n'était plus un film, c'était une archive vivante. Un matin, ils filmèrent Fatou, celle qu'il avait vue grandir. Elle s'assit devant la caméra, releva son foulard et dit simplement « Les gens croient qu'on ne sait pas parler, qu'on n'a pas les mots. Mais c'est parce qu'on n'a jamais eu le temps. Toujours à courir, toujours à survivre. Mais maintenant, on va dire tout, même ce qui fait mal. » Omar avait les larmes aux yeux, mais il ne dit rien. Il laissa tourner. 2 semaines plus tard, ils organisèrent une projection test dans une petite salle du 20e. Pas de tapis rouge, pas d'invités célèbres, juste des gens du quartier, des gens concernés, des gens vivants. À la fin de la séance, personne n'applaudit. Mais une femme se leva, un enfant dans les bras, et murmura « Merci. J'ai l'impression que pour la première fois, ma voix a une forme. » Et c'était ça, en fait. Le but, donner une forme au murmure, une place au silence, une mémoire à ceux qu'on oublie. Le lendemain, Omar reçut un message d'un jeune homme inconnu. « J'ai vu la vidéo. Mon père ne m'a jamais écouté. Mais ce que vous avez fait, ça m'a donné envie d'écrire ce que je n'ai jamais dit. Merci. » Et en bas du message, une phrase « Je suis invisible, mais je ne suis pas absent. » Omar copia cette phrase sur un mur du local, en grand, en noir. Puis il recula, regardant l'inscription. Il savait désormais que cette histoire ne lui appartenait plus. Elle appartenait à tous ceux qui, chaque jour, continuent d'exister, sans qu'on les voie. La salle était pleine à craquer. Des chaises dépareillées, des murs encore couverts de brouillons, et au centre, une estrade bricolée avec des planches de récup. C'était la première grande soirée de l'École des Invisibles, une lecture publique, un moment suspendu,